Sous la surface miroitante de nos océans, gît un monde interdit à nos regards. Un royaume où la lumière agonise et où la vie adopte des formes qui défient l'impossible. À mesure que nous plongeons dans les abysses, traversant la zone ensoleillée, puis crépusculaire, et enfin celle de minuit, les créatures deviennent progressivement plus aberrantes. Nous avons envoyé des astromobiles sur Mars, nous avons cartographié des galaxies lointaines. Mais des profondeurs marines, nous en avons exploré moins de 5%. Nous connaissons mieux la surface de la Lune que les mystères qui se trament à 2000 mètres sous nos propres ondes. En surface, l'océan est éclatant de clarté et foisonnant de vie. La lumière solaire alimente les efflorescences de plancton, nourrissant les poissons et soutenant des chaînes alimentaires entières, des récifs coralliens jusqu'aux baleines. Mais franchissez le seuil des 200 mètres et cette lumière commence à s'évanouir. Nous pénétrons à présent dans la zone crépusculaire, une vaste ceinture océanique s'étendant jusqu'à 1 kilomètre de profondeur. Ici, les rayons du soleil sont trop anémiques pour permettre la photosynthèse. Les forêts de plancton s'effacent, il n'y a plus de flore, plus d'énergie verte. Seule persiste la lente chute de neige de particules dérivant des hauteurs. De minuscules fragments de déchets planctoniques et les vestiges des morts. Les scientifiques nomment cela la neige marine. Pour nous, cela semble insignifiant, mais pour les créatures d'ici, c'est l'essence même de la vie. Et là où il y a de la nourriture, la vie prospère, mais pas une vie telle que nous la connaissons. Les habitants de la zone crépusculaire ont évolué pour devenir certaines des formes les plus étranges sur Terre. Beaucoup sont diaphanes, leur corps fragile semblable à du verre. Le calmar de verre dérive, ses organes à peine visibles, tel un spectre sur fond d'azur sombre. La pieuvre de verre est quasi invisible, ses yeux étant la seule encre dans la réalité. Pourquoi tant d'espèces adoptent cette transparence reste une énigme non résolue. Ce pourrait être un camouflage, un moyen de se dissoudre dans la lumière la plus ténue. Ou peut-être une façon d'épargner l'énergie dans un monde où chaque pigment coûte plus cher qu'il ne rapporte. D'autres optent pour la stratégie inverse, non pas l'invisibilité, mais l'illumination. Dans la pénombre, certaines créatures forgent leur propre lueur grâce à une alchimie appelée bioluminescence. Pour nous, c'est féerique. Des points clignotants, des motifs radiants, des corps entiers scintillant comme des lanternes. Mais ici, la lumière est synonyme de survie. Certains l'utilisent pour attirer une proie, d'autres pour trouver un partenaire, et d'autres encore pour s'éclipser. Cette ruse subtile porte le nom de contre-illumination. D'en bas, les prédateurs peuvent repérer une silhouette sombre se découpant sur le faible chatoiement de la surface. Pour se dissimuler, des animaux comme le calmar luciole tapissent leur ventre d'organes photophores. Ils ajustent leur éclat pour imiter parfaitement la lueur de la surface, gommant leurs contours pour se fondre dans le décor. C'est un camouflage par imitation, tissé de la lumière pour disparaître dans la lumière. D'autres espèces se livrent à des jeux plus étranges encore. Le cténophore au ventre rouge sang brille d'un écarlate profond. Ici-bas, la lumière rouge ne pénètre jamais, rendant la méduse aussi noire que l'abîme. À l'intérieur de son estomac, la proie bioluminescente est étouffée, cachée aux prédateurs qui détecteraient autrement sa lueur traîtresse. Dans un monde défini par la lumière ou son absence, chaque adaptation dicte qui sera vu et qui restera dans l'ombre. Mais la zone crépusculaire recèle bien plus que de simples tours de passe-passe lumineux. Elle abrite également certains des plus grands spectacles de l'océan. Chaque nuit, alors que l'obscurité tombe là-haut, des milliards de créatures s'élèvent des profondeurs. Poissons lanternes, calmars, méduses, une armée entière des abysses grimpe vers la surface pour se repaître de plancton sous le couvert de la nuit. À l'aube, ils replongent,
s'évanouissant à nouveau dans la pénombre. Ce vaste mouvement quotidien est appelé la migration verticale nyctémérale. C'est la plus grande migration synchronisée sur Terre, dépassant en nombre tous les troupeaux, toutes les volées et tous les essaims réunis. Et pourtant, malgré son ampleur, cet événement est resté caché jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Les opérateurs sonars de la marine détectèrent un mystérieux faux fond marin, une couche dense qui montait chaque nuit et coulait chaque matin. Ce n'était pas du tout le plancher océanique, c'était la vie elle-même. Un monde invisible tout entier, se mouvant comme un seul être. La zone crépusculaire est l'endroit où les règles familières de la biologie commencent à se courber, où la transparence devient une armure, où la lumière sert à se cacher, où des milliards d'animaux montent et descendent selon un rythme plus ancien que l'humanité elle-même. C'est le seuil des abysses. La première strate d'un monde que nous ne savons toujours pas expliquer. Au-delà d'1 kilomètre, toute lumière solaire s'éteint définitivement. Nous avons atteint la zone de minuit, un royaume ténébreux s'étendant jusqu'à 4000 mètres. Ici, point d'aube, point de crépuscule, seulement une nuit éternelle. Les températures oscillent juste au-dessus du point de congélation. La pression est des centaines de fois supérieure à celle que nous connaissons en surface. Pour des yeux humains, cela ressemble à un monde où rien ne pourrait survivre. Et pourtant, c'est ici que l'évolution se montre la plus créative. Prenez l'exemple du poisson-dragon. Contrairement à la plupart des créatures, il a le pouvoir de produire une bioluminescence rouge. Pour la plupart des regards des grands fonds, la lumière rouge est invisible, faisant de la lueur du poisson-dragon un projecteur privé. Il illumine ses proies sans trahir sa propre présence. Plus mystérieux encore, ses yeux sont spécialement adaptés pour détecter cette couleur cachée. C'est comme si le poisson-dragon avait inventé une longueur d'onde secrète, visible de lui seul. D'autres prédateurs ici sont des maîtres de la disparition. Certains poissons sont drapés d'une peau ultra noire, si efficace pour absorber la lumière qu'elle reflète moins d'0,1% de ce qui la touche. Même sous le faisceau direct d'un projecteur de sous-marin, ils s'évanouissent presque dans le néant. Et puis, il y a les baudroies abyssales, les poissons lanternes. Peut-être les chasseurs les plus étranges des profondeurs. La femelle balance un leurre lumineux devant sa gueule, attirant les proies insouciantes vers leur faim. Mais son plus grand mystère réside dans la reproduction. Les mâles naissent minuscules, chétifs et impuissants. Leur unique tâche est de trouver une femelle, un exploit quasi impossible dans le vaste océan obscur. Lorsqu'il y parvient, il s'agrippe à elle avec des mâchoires spéciales, fusionnant son corps au sien. Ses organes s'atrophient jusqu'à ce qu'il ne soit guère plus qu'un sac de sperme, attaché en permanence, nourri par le sang de sa compagne. C'est l'une des formes d'adaptation sexuelle les plus extrêmes connues du règne animal. Tous les animaux ici ne sont pas des chasseurs. Certains sont des opportunistes, des charognards, attendant la chute de nourriture venue d'en haut. Une seule carcasse de baleine sombrant à cette profondeur devient une oasis, nourrissant des communautés entières pendant des décennies. Et pourtant, même avec des submersibles, ce que nous savons de cette zone reste fragmentaire. Pour chaque espèce documentée, les scientifiques estiment que des dizaines restent inconnues. Chaque plongée dans la zone de minuit révèle des créatures jamais vues auparavant par la science. Des animaux aux yeux incandescents, aux dents en aiguille, ou au corps si fragile qu'ils se désintègrent une fois remontés à la surface. C'est la zone de minuit. Un monde où la lumière est une arme, où l'invisibilité est survie, où même la reproduction suit des règles au-delà de notre imagination. À 4 km de profondeur, nous quittons les eaux libres pour toucher le fond de l'abîme. Voici la plaine abyssale, l'un des plus grands habitats sur Terre,
couvrant plus de la moitié de la surface de la planète. Et pourtant, c'est aussi l'un des moins compris. Ici, point de repère, ni récifs coralliens, ni forêts de varech, ni montagnes imposantes, seulement un vaste désert de boue s'étendant sur des milliers de kilomètres. Les températures ne dépassent jamais 4 degrés Celsius. La nourriture y est rare. La survie ici exige des stratégies sans pareilles ailleurs sur Terre. Une adaptation notable est la taille. De nombreux animaux des abysses sont des géants comparés à leurs parents des eaux peu profondes. Des isopodes géants de la taille d'un chiot trottinent à travers les sédiments. Les amphipodes, normalement minuscules, peuvent grandir plus long qu'une main humaine. Même le calmar colossal, parmi les plus grands invertébrés vivants, est supposé rôder dans ces profondeurs. Les scientifiques appellent ce phénomène le gigantisme des profondeurs, mais sa cause reste un mystère ouvert. Certains suggèrent que cela conserve l'énergie. D'autres pensent que cela offre une meilleure défense contre les rares prédateurs. La vérité est que nous ne savons toujours pas. Une autre oasis de vie surgit lorsque les géants d'en haut s'effondrent. Une baleine morte coulant vers la plaine abyssale devient un rare gros lot. En quelques heures, les charognards se rassemblent. Requins, myxines, amphipodes. Peu après, des créatures plus étranges emménagent. Des vers mangeurs d'os, appelés osédax, colonisent le squelette, se nourrissant des huiles enfermées dans les os. Des écosystèmes entiers jaillissent sur une seule carcasse, perdurant des décennies jusqu'à ce qu'il ne reste que poussière. D'autres animaux ici survivent grâce à des repas moins spectaculaires. Le calmar vampire, malgré son nom terrifiant, n'est nullement un prédateur. Il collecte des particules dérivantes de neige marine à l'aide de longs filaments collants. Même dans les profondeurs affamées d'oxygène, il prospère grâce à un pigment sanguin ayant la plus haute affinité pour l'oxygène de tous les céphalopodes connus. Dans ce désert de limon et de silence, la vie est lente. Les créatures grandissent lentement, se reproduisent rarement et vivent des siècles. Le requin du Groenland, qui peut demeurer à ces profondeurs, peut vivre plus de 400 ans, la plus longue espérance de vie connue pour un vertébré. Le temps lui-même semble s'écouler différemment ici. Et pourtant, même l'abîme n'est pas vide. Chaque grain de sédiment cache d'innombrables microbes, recyclant les nutriments, soutenant un réseau trophique caché que nous commençons à peine à cartographier. Les plaines abyssales nous rappellent l'échelle immense de la Terre. Elles couvrent plus de territoire que toutes les forêts, prairies et déserts réunis, tout en restant largement invisibles, inexplorées et inexpliquées. Au-delà des plaines abyssales s'étend une frontière plus profonde encore, là où les ragnes sont sculptés par la violence des forces tectoniques. Ce sont les cicatrices béantes de la Terre. Des lieux où une plaque de l'écorce planétaire glisse sous une autre, entraînant le plancher océanique vers des profondeurs insondables. Ici commence la zone Hadal, nommée d'après Hadès, le dieu des enfers. Elle s'étend de 6000 mètres jusqu'au point le plus profond connu sur Terre, près de 11 000 mètres sous la surface. Pour mettre cela en perspective, si l'on plongeait le mont Everest dans la fosse des Mariannes, son sommet serait encore submergé par plus d'1,5 km. Les conditions ici dépassent presque l'entendement humain. Les températures frôlent le point de congélation. Les pressions peuvent excéder 1000 fois ce que nous ressentons à la surface. Pour un corps humain, ce serait instantanément fatal. Et pourtant, non seulement la vie survit ici, mais elle prospère avec vigueur. Parmi les créatures les plus stupéfiantes figurent les poissons limaces, qui habitent le fond même des fosses. Fragiles, gélatineux, à la peau fine et translucide. Ils semblent trop délicats pour exister dans un monde aussi hostile. Pourtant, ce sont les vertébrés vivants les plus profonds jamais découverts, prospérant là où aucun autre poisson ne le peut.
Leurs corps sont dépourvus d'os rigides et leurs structures cellulaires sont renforcées par des molécules uniques qui maintiennent les protéines fonctionnelles sous une pression écrasante. D'autres habitants sont plus petits, mais non moins extraordinaires. Les amphipodes, des crustacés semblables à des crevettes, grouillent sur le fond de la fosse en nombres immenses. Des études récentes ont trouvé des fibres plastiques à l'intérieur de leur corps. La preuve irréfutable que même ces habitats les plus reculés sont souillés par les déchets humains. C'est un rappel qui donne à réfléchir. Les profondeurs ne sont pas aussi isolées que nous le croyions autrefois. Aux abords des monts hydrothermaux, le long des parois des fosses, la vie prend un tournant encore plus étrange. Ici, les microbes ne se nourrissent ni de soleil, ni de neige marine, mais de produits chimiques jaillissant de la croûte terrestre. Hydrogène sulfuré, méthane et même des métaux dissous dans une eau surchauffée. Des communautés entières de vers, de palourdes et de crabes dépendent de ces pionniers microscopiques. C'est un réseau trophique basé sur la chimie, non sur la photosynthèse, nous montrant que la vie peut exister dans des conditions totalement étrangères à la surface. Ces découvertes alimentent une question plus vaste. Si la vie peut s'adapter à de tels extrêmes ici sur Terre, ne pourrait-elle pas aussi exister sur d'autres mondes ? Des lunes glacées comme Europe et Encelade cachent des océans sous leur croûte gelée, réchauffés non par le soleil, mais par une chaleur interne. Étudier la zone hadale, c'est entrevoir les possibilités des océans extraterrestres. Et pourtant, malgré son importance, nous ne savons presque rien des fosses océaniques. Moins d'humains ont visité la fosse des Mariannes que ceux qui ont foulé la surface de la Lune. Chaque plongée rapporte des créatures inconnues de la science. Des concombres de mer translucides, dérivant comme des parachutes, aux masses gélatineuses sans anatomie claire, jusqu'aux microbes dont le métabolisme demeure un mystère. Pendant des siècles, les humains ont imaginé les fosses comme des vides sans vie, des tombes silencieuses sous la mer. Ce que nous avons trouvé à la place, c'est la résilience. Une vie qui se plie, se remodèle et se réinvente pour endurer les pressions les plus extrêmes imaginables. Malgré tout ce que nous avons vu, les profondeurs marines restent un monde de questions infinies. Plus de 80% de l'océan reste inexploré. Chaque plongée dans les profondeurs, chaque expédition de robots sous-marins ramène des créatures jamais imaginées auparavant. Poissons transparents, vers luisants, méduses qui brisent toutes les règles de la biologie. C'est un monde où la découverte n'est pas rare, mais constante. Même parmi les animaux que nous connaissons, tant de choses restent irrésolues. Pourquoi tant de créatures des grands fonds atteignent-elles des tailles énormes ? Les isopodes géants, le calmar colossal, les amphipodes longs comme une main humaine. Pourquoi d'autres deviennent-ils presque invisibles ou se drapent-ils dans une peau ultra noire qui absorbe presque toute la lumière ? Le plus grand mystère de tous est peut-être la bioluminescence. Près des 3/4 de la vie marine profonde produisent de la lumière. Pourtant, les raisons varient énormément. Chasser, se cacher, s'accoupler ou simplement survivre. Nous ne pouvons toujours pas expliquer comment tant d'espèces ont développé des systèmes chimiques si complexes, ni pourquoi certaines brillent de couleurs qu'aucun autre animal ne peut voir. Il existe des énigmes plus profondes encore. Pour l'instant, ce sont des mystères sans explication. C'est peut-être ce qui les rend si puissants. Ils nous rappellent que la Terre détient encore des secrets. Des secrets qui méritent d'être protégés. Des secrets qui méritent d'être découverts.